and Foniso Antia of HOMEF and coordinator of Afrita, the Anglophone. Également le représentant de HOMEF qui va nous parler depuis le Nigeria. Je vais donc parler du rôle des technologies dans les systèmes alimentaires. L'orateur s'est interrompu. Alors, je vais vous parler du point de vue du Sud. Les technologies ne sont pas quelque chose d'exotique. Ce qui est nouveau, c'est le changement d'utilisation des technologies en agriculture. Avant la COVID-19, nous n'utilisions pas autant les outils virtuels, la distanciation, mais déjà, les familles avaient tendance à s'individualiser, à faire chacun dans son coin avec son téléphone. Nous sommes tellement accros à l'Internet qu'on ne se préoccupe pas d'où vient l'énergie qui produit l'électricité pour utiliser tous ces appareils. La place de la technologie dans notre monde est presque un objet de fétichisme. On pense que la technologie peut tout régler. Alors, qu'en est-il des systèmes alimentaires? Nous nous demandons comment nourrir la planète et beaucoup pensent qu'on a besoin de technologies, de biologie, de nouvelles technologies, de biologie de synthèse. On pense aussi à la robotique. Nous nous demandons comment et si la technologie peut régler les problèmes tels que la COVID-19. Est-ce que la technologie peut régler les changements climatiques? Interruption de l'audio de l'orateur. L'interprète n'entend plus. Alors, il y a des récits sur lesquels nous nous fondons et les récits peuvent déclencher certains phénomènes et notamment la révolte. Aujourd'hui, les questions de finances, d'alimentation, de santé sont perçues via les récits qui sont véhiculés. Il faut décoloniser les récits et proposer des récits alternatifs. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à nos intervenants. Et à entamer un débat très intéressant. Sentez-vous libre de faire part de vos points de vue? L'orateur s'est interrompu. L'interprète n'a plus d'audio. Alors, des questions par écrit. L'orateur s'est encore interrompu. L'interprète n'a plus d'audio. Consuelo, est-ce que vous m'entendez? Membre du groupe ETC. À ce stade, j'aimerais donner la parole à l'intervenante. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, Nimo. Merci. Est-ce que vous m'entendez tous? Merci beaucoup, Nimo.
Et merci à vous tous d'être présents et merci aux organisateurs de la conférence d'Oxford. Nimo a évoqué le fait que je travaille avec le groupe ETC. C'est une organisation internationale basée au Canada et nous avons des bureaux au Mexique, aux États-Unis, aux Philippines. Alors, je vais vous faire part de certaines de mes réflexions sur la question, à savoir dans quelle direction avancer après la pandémie ou même en plein milieu de la pandémie en ce moment. Alors au Mexique, je fais partie d'un réseau d'organisations paysannes, Desenflemos, et actuellement, je participe à l'Alliance pour la biodiversité et au réseau latino-américain pour l'évaluation sociale des technologies. Je coopère aussi avec des organisations d'Équateur, d'Honduras, d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay, du Brésil. Et les réflexions dont je vais vous faire part euh, émanent de conversations que nous avons eues avec des organisations dans ces différents pays. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors, un instant, s'il vous plaît. Yes. So you see here a lady in surprise looking. Vous voyez ici une femme qui est surprise. Elle participe à une réunion Zoom et ceci est tiré d'une réunion qui a vraiment eu lieu avec des organisations autochtones. Les quarantaines font que le capitalisme révèle ses vrais mécanismes. La situation actuelle découle d'années de démantèlement des systèmes de santé et de privatisation des systèmes qui sont pourtant vitaux pour la vie de nos sociétés. Dans de nombreux endroits, les connaissances fondamentales de médecine ont été retirées des programmes. Au Mexique, par exemple, nous avons une pénurie de toxicologues et de spécialistes de soins intensifs qui étaient pourtant cruellement nécessaires pendant la première vague. Il est surprenant de voir que, à cause de la privatisation de l'éducation et à cause d'un système éducatif qui se modèle sur le capitalisme, nous avons une pénurie de spécialistes, notamment en médecine. Alors en Amérique latine, cela est particulièrement prégnant. Les réseaux locaux ont été détruits. Les transports publics sont très mauvais. Les citoyens actifs survivent souvent grâce au travail informel, de ménage, d'emballage, de construction, de chantier. Nous voyons qu'il y a une problématique qui crée une tempête parfaite, c'est-à-dire que la structure générale s'effondre, tandis que les réformes exacerbent la situation. Et ceci fait que la population perd tous ses moyens. Ensuite,
Et à cause des confinements, nous sommes cloués à nos plateformes électroniques. Le virtuel prend le dessus. L'information, les relations, la santé, l'éducation, l'alimentation. Ces entreprises numériques nous disent, si vous n'êtes pas sur des plateformes numériques, vous n'existez pas, vous n'aurez pas d'aide médicale, d'éducation, etc. La privatisation de l'atmosphère dans nos pays a atteint des niveaux sans précédent pendant la pandémie, au point que les communications autochtones, donc systèmes radio, ont été balayées au profit de services Internet privés. Les plateformes promeuvent une idéologie que l'automatisation améliore nos vies, les rend plus faciles et plus confortables, alors que les coûts humains et la destruction écologique sont énormes. Et nous devons discuter notamment de la perte de compétences, de savoir-faire des personnes à cause de cette internetisation de tout. Ces plateformes numériques deviennent légitimes parce qu'elles sont devenues commerce essentiel. Les abattoirs, les usines en tout genre de distribution d'entrepôts ont vu une augmentation, on a vu une circulation accrue de nouvelles cultures transgéniques, de produits chimiques, et ce, au détriment de l'agroécologie et des petites fermes familiales. Les activités essentielles ont été assimilées à des activités de contagion. Les employeurs et autres estiment ne pas être tenus de fournir une protection à leurs employés et ils estiment qu'ils n'ont pas à être punis s'ils commettent des infractions. À cause de l'état d'urgence constitutionnel, beaucoup de forces de police ont eu plus de pouvoir. Des services vitaux ont été confiés à des plateformes privées. Et peut-être que cela est courant un peu partout, mais ce que j'aimerais souligner, c'est que tout cela est devenu légal. Toutes sortes de réformes ont eu lieu à cause de l'état d'urgence décrété dans de nombreux pays. Et c'est vraiment très propre à la pandémie et aux effets de la pandémie en Amérique latine. Alors, toutes ces atrocités que je décris sont maintenant devenues légales. Tout le poids est donné aux technosolutions. Alors qu'il y a un processus de démantèlement des modes de vie et il y a des stratégies handicapantes, nous n'avons plus les moyens de trouver les solutions pour ce qui est important pour nous. Alors que tous les appareils répondent à des commandes à distance, eh bien, nous perdons le contrôle de nos vies. Notre résistance alors, dans ce monde normalisé, il y a encore quelques petites lacunes, quelques petits blancs. Nous reconnaissons que l'urgence est réelle et donc nous agissons. Et malgré beaucoup d'efforts déployés par des collectifs ruraux et urbains, les autorités n'ont pas cherché à travailler en synergie avec ces groupes. Nous avons vu des agriculteurs en Équateur qui font don de nourriture. Nous avons vu des colis alimentaires pour être pris par des pauvres au Brésil, des jeunes en vélo qui distribuent des médicaments et des masques. Nous avons vu au Mexique des filtrages sanitaires autochtones très efficaces, aussi des systèmes pour permettre aux travailleurs migrants de rentrer.
Le son de l'oratrice s'est interrompu. Plus de son de l'oratrice, précise l'interprète. Hi, everybody. It looks like we've lost Veronica. Just give us one moment. Let's try and sort this thing out. Alors, nous avons perdu l'audio de Véronica. Donnez-nous un instant, s'il vous plaît, pour régler cela. Yes, sound from Veronica. Oh, okay, Yeah. Veronica, you're back. Pas de son. Ah, vous voilà. Oui. J'ai vu qu'on me reconnectait. Voilà, je suis connectée de nouveau. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, j'ai bientôt terminé. Alors, je vais reprendre là où j'en étais. Oui, n'hésitez pas à terminer. Excusez-moi, nous avions perdu la connexion un instant. J'étais en train de décrire toutes ces solutions très créatives qui permettent de faire face à la catastrophe dans la région latino-américaine. Quelqu'un a dit que les traditions s'adaptaient à l'exceptionnel. La survie de notre œil critique signifie que tout n'est pas perdu. Des modes de vie alternatifs sont possibles et c'est cela que nous devons pratiquer pour contrecarrer ce monde virtuel. C'est un échec du système que cette pandémie et nos ripostes à la pandémie s'édifient collectivement. Nous constatons qu'il y a de nouvelles interactions entre l'urbain et le rural, entre les producteurs et les consommateurs, comme on les appelle, même si les frontières entre les deux sont ténues au fond. Et on ne peut pas simplement baisser les bras devant les solutions médicales alors que les origines de la pandémie ne sont pas du tout traitées. Parlons des mines, des barrages, des transports. Toutes ces structures n'ont pas été efficaces pendant les quarantaines. Les structures de communication, la connectivité imposée, numérique, sont bons pour les profits, mais pas pour la survie de l'espèce humaine. Nous devons remettre les clés dans les mains des communautés, mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Et la destruction de la nature par l'agro-industrie continue, la privatisation des services vitaux et les technosciences cherchent à analyser et formater la vie. Alors, voilà ce que je voulais dire pour décrire pour comment nous pouvons récupérer nos espaces publics, recréer une agora. Nous voyons qu'il y a des assemblées, des discussions qui sont un instrument très important pour surmonter cette crise. Notre proposition émanant d'un des dialogues est très concrète. Les travailleurs agricoles ont beaucoup à dire sur l'avenir. Non pas seulement qu'il faut protéger leurs droits, mais ils en savent tellement sur la production d'alimentation sur cette planète endommagée. Ils connaissent la bête, ils connaissent les structures, ils connaissent le caractère massif des productions alimentaires et ils parlent de nombreuses langues. Voilà donc une proposition concrète et les espaces publics humains, non pas ceux des automobiles ou des malls ou des produits alimentaires très transformés, sont des outils. Donc ces espaces humains sont des outils qui ne sont pas vus comme des objets,
mais plutôt comme des espaces qui comprennent une grande diversité. Thank you so much, Veronica. We're having a little bit of issues with the connection, but I hope you can hear me now. Merci beaucoup, Véronica. Nous avions des problèmes de connexion, mais maintenant, ça s'est résolu. Je vais poster quelques remarques pour que les participants puissent les avoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez soulevé des points cruciaux au sujet de la technologie, la pandémie, les sponsors et tout ce qui est en train de se passer. Nous n'avons pas plus de temps, mais avant les questions, donc d'abord, je vais poster mes commentaires sous forme de points. Et je vous fais cette présentation que j'ai préparée avec ma collègue du Nigeria. Le son est en train de se couper. Currently studying for our desk on. She also doubles as the desk officer on African Technology Assessment Platform, Afrita, a network which she will talk a bit more about as I turn it over now to. Donc, on y va. Donc, je ne suis pas sûre si ma vidéo fonctionne. Je partage mon diaporama. Bonsoir, c'est le soir chez moi, donc bonsoir à tous. Véronica a parlé de son travail avec ETC. De mon côté, c'est un peu plus simple. Je vais vous présenter Bebita, comme je l'appelle, qui existe depuis septembre. Je l'appelle Africa Bebita. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui, nous voyons bien, merci. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi AfriTap et où est-ce qu'on en est et vers quoi nous nous dirigeons. AfriTap, c'est un acronyme pour la plateforme, une plateforme établie en réponse à l'impact négatif de l'accélération des technologies en Afrique qui est en train de bouleverser les moyens de subsistance de la population. Où est situé Afrita? J'y fais référence comme si c'était une personne. AfriTap a 2 ans de parcours. Nous travaillons en Afrique. Nous avons établi une école d'écologie au sujet des impacts des technologies émergentes en Afrique. Afrita fait partie d'une plateforme d'évaluation plus large, plateforme d'évaluation des technologies plus large qui s'appelle Intertap. Voici le grand logo d'AfriTap et en dessous Asie-Pacifique. Pourquoi AfriTap? Donc, comme je vous ai dit, pour évaluer l'implication des technologies nouvelles et émergentes afin de
créer un narratif alternatif ou opposé au narratif colonial qui est en marche en Afrique et qui est dirigé par les multinationales technologiques. Donc, créer un narratif alternatif pour contrer le narratif établi par les multinationales de technologie. Alors, les objectifs d'AfriTAP sont deux principalement, de nous engager avec et de soutenir les organisations africaines de la société civile et les mouvements de base, les mouvements de la société civile pour comprendre les problèmes des technologies émergentes. Et donc, comment on va faire ça? D'abord, établir une cartographie des participants et des instruments légaux en cours, de mettre en marche la recherche, l'analyse et analyse de l'horizon des nouvelles technologies en Afrique. Donc aussi, ce pilier est en marche. Nous avons l'intention d'organiser des débats au sujet de la souveraineté alimentaire. Où est-ce que nous sommes implantés? La diversité des langues en Afrique nous a amené à la nécessité d'établir deux bureaux pour couvrir le monde francophone et le monde anglophone africain. Donc, le bureau anglophone s'appelle Plateforme d'évaluation technologique d'Afrique, AfriTAP, basée au Nigeria avec HOMEF, donc HOMEF, et le bureau francophone. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Nous avons démarré le scanning de l'horizon, la cartographie des participants, donc quel chemin prendre les épisodes suivants? Donc, je vais vous montrer un épisode de cette série de conversations, une série de conversations qui aura des participants explorer les possibles futurs post-COVID-19, incluant le rôle des technologies, des corporations et des systèmes agroécologiques et comment ils dessinent le futur. Où est-ce qu'on se dirige? Le public cible de la plateforme, c'est de voir un continent où la tech et les solutions de tech seraient créées par les Africains, par les peuples indigènes, et que le paysage africain, en prenant compte le paysage africain et ses particularités. It's not so in Africa because some of our food products certaines de nos productions
Donc, nous le problème des OGM est important. Donc, ce que je disais, c'est que c'est important en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Aussi, vers quoi nous nous dirigeons? Nous voudrions voir un continent dépourvu de colonisation. Nous avons l'intention de créer et de développer un réseau panafricain. Et voilà, je termine ma présentation. AfriTAP est ouvert à collaborer avec des individus et des organisations qui partagent des objectifs similaires. Rejoignez-nous. Donc, si vous avez des objectifs similaires, n'hésitez pas à nous contacter. Un futur où le fossé entre les riches et les pauvres soit amoindri. Nous faisons appel à tous ceux qui partagent notre vision du monde à nous rejoindre. Des organisations qui ont des objectifs similaires, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? En ce qui concerne la composition, peut-être vous pouvez nous parler des résultats, par exemple. Et après, nous prendrons quelques questions. Oui, donc, la première étape de la conversation, c'était qu'on puisse... Nous avons voulu échanger sur débattu sur la pandémie. Nous avons voulu explorer les l'accès liens à la entre nourriture pandémie et comment la technologie et alimentation et quel était comment l'usage utiliser des la technologie en notre faveur. Et de par les pays africains présents, les participants il y avait beaucoup ont de similarités, donc des quarantaines, enfin des confinements sur leur activité des pertes de revenus économiques. Et au Nigeria, notamment des pillages de commerce et que beaucoup d'incohérences ils ont dénoncé dans les déclarations les gouvernementales, donc un manque de confiance envers les autorités. Les États ont aussi emprunté. Le gouvernement a emprunté et cet argent n'est pas vraiment utilisé pour... Ce sont des emprunts, mais pas pour aider les personnes qui en ont le plus besoin à la base. Et il y a un cycle d'esclavage, de colonialisme qui continue. Et la pandémie aussi. La pandémie il y a est eu une sorte de test pour les populations, de test massif sur la population. Car nous évaluons les impacts sur les villes. Et ils ont remarqué aussi le fossé énorme entre les On villes voit et qui les est zones sacrifié en rurales. premier. Et ce sont bien souvent les migrants et les agriculteurs dans les villes, et les minorités. Les gens se sont sentis plus protégés. Et on peut voir cela comme une stratégie politique. Les participants comme un choix stratégique, beaucoup plus qu'une solution. Et un engagement vis-à-vis de la communauté internationale, beaucoup plus qu'une solution pratique au problème de la aussi diffusé population. beaucoup de fake news.
Aussi, les prix des produits alimentaires sont Par montés en exemple, flèche les au oignons ont été Nigeria. en pénurie, très difficile à obtenir. Le confinement a aussi Et il y a eu créé une sensation de déconnexion entre les les personnes. gens, les Il y a eu personnes, beaucoup de pertes de denrées périssables notamment parce à cause que les qui a temps été de transport ont accentué été par rallongés entre la l'interruption production et le des marché. transports entre une région et une autre. Des réseaux comme WhatsApp ou autres ont été très utiles. Cela a permis de tenir des réunions. Donc, c'était les aspects positifs des En technologies. ce moment, Presque tout le monde a commencé à c'est vrai que utiliser tout le monde a les commencé à utiliser technologies et les les apps, mais apps, certaines ont les été applications, la fermées. technologie beaucoup plus. Les petits agriculteurs ont été durement touchés. Il n'y a pas eu de compensation, de dédommagement. Il y avait aussi, On a ils vu ont vraiment dénoncé l'augmentation du prix le manque des denrées le fait de ne alimentaires. pas avoir compensé Voilà, merci. aux agriculteurs. Merci beaucoup. Donc, nous avons des des questions. questions. J'espère que Véronica est toujours présente. Des questions en anglais et en espagnol. La première que je vois, je vais vous en donner lecture. Les vaches sont grégaires et doivent être avec d'autres vaches. Que pensez-vous des machines à traire? Comment peut-on laisser les vaches exprimer leur caractère et vivre en groupe? Quelle est votre réaction à cette question ou commentaire? Donc, qu'en est-il des robots qui traient les vaches? Veronica is still there, but if I may respond to that, personally, our concerns in Africa for technology has not always been whether or not it does job better than humans, but the concern is on precaution. What will happen when, for instance, as you watch in funny movies, when robots decide to harm, if they can milk cow, I think they can kill cows too. What if robots? Oui, donc si un humain peut traire une vache, un robot peut le faire aussi, mais si nous permettons aux robots de traire les vaches, alors où trace-t-on le trait? Y aura-t-il des restrictions sur ce que les robots peuvent faire? Pourquoi est-ce que les robots ne pourraient pas devenir des acteurs et jouer dans des films, dans des comédies? En fait, jusqu'où est-ce qu'on permet aux robots de prendre nos rôles? Les robots pourraient en fait tout faire au bout d'un moment, et là, que se passe-t-il? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Verónica. Esta es una pregunta muy importante para... ahí pongo el video, listo. Veronica, I'm sorry to interrupt you, but would you mind switching your language channel into Spanish so we can have the interpreters working in English? Sí, lo acabo de hacer ahora. Estoy en el canal de español. ¿Listo? Sí, aquí ha habido en América... Il y a eu en Amérique latine beaucoup de débats dernièrement, ces derniers mois, et aussi les dernières 3-4 années au sujet de l'agriculture 3.0
qu'on nous présente comme si c'était quelque chose qui, la panacée qui va fonctionner et qui sera mieux que ce que nous avons maintenant, parce qu'on est habitué à penser que l'innovation technologique serait en faveur du progrès. Et avec le groupe ETC, nous avons fait des analyses de comment s'applique l'agriculture 4.0, excusez-moi, et comment elle pourrait s'appliquer. Nous nous sommes rendus compte que dans la région, il y a un niveau élevé de corruption dans la distribution, la répartition des salaires, l'acquisition, les achats. Donc, ça, c'est un premier problème. Le niveau de corruption dans la région, la corruption des institutions, le mauvais fonctionnement des États. Deuxième problème, qui est relié au premier, la production de narcotiques, de drogue, spécialement au Mexique. C'est un gros problème et qui menace beaucoup de communautés et d'autorités locales. Autre problème d'un autre type, la géographie est très diverse, spécialement dans la zone isthmique d'Amérique. Donc, si nous prenons tous ces facteurs et nous les mettons en face de l'agriculture 4.0 et la mécanisation, on arrive aux miettes de l'agriculture 4.0. Parce que la technologie au Mexique est arrivée avec l'hyperconnexion, avec la téléphonie mobile. C'est ce qu'elle représente au Mexique. Alors qu'on est très loin d'avoir une efficacité. Il y a un fossé très grand avec la technologie efficace et c'est simplement l'utilisation des téléphones mobiles. D'un autre côté, nous avons la connaissance millénaire de la région qui ne peut pas s'intégrer à un programme de robots et qui puisse résoudre toute cette situation complexe. Donc, nous pensons que l'agriculture 4.0, pour nous, c'est quelque chose de très lointain et qui ne serait pas une bonne solution ni pour nous, ni pour la région dans son ensemble. Il reste deux questions dans le chat. Je vais aller à la dernière qui s'adresse à tous les deux. Je sens que l'Afrique et d'autres nations qui ont plus de personnes impliquées dans la production traditionnelle est dans une position plus forte pour résister aux technologies inappropriées. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Afrique et d'autres pays où il y a beaucoup de personnes impliquées dans la production traditionnelle sont dans une position plus forte pour résister aux technologies. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ce sont des technologies inappropriées. Ces personnes ne sont pas tellement conscientes de l'impact des technologies nouvelles. Je pense qu'il est important
créer une conscientisation Again, I'm going to cite Nigeria for people to accept things from the global north because, I mean, it looks. Je vais citer le Nigeria comme exemple où les gens pensent que la technologie est nécessairement bonne, sans comprendre quelles sont les implications de ces technologies. Il est important qu'on construise la solidarité et qu'on explique toutes les implications. Donc oui, je suis d'accord avec cette question, avec cette remarque. J'aimerais ajouter de mon expérience avec les paysans et agriculteurs traditionnels. C'est plutôt le contraire. Ce sont les technologies qui sont opposées à eux plutôt que eux opposés aux technologies. Et c'est vrai qu'on est à un momentum important contre les technologies inappropriées. Véronica, qu'en pensez-vous? Bueno, la pregunta está relacionada con la producción tradicional. La question est en relation avec l'agriculture traditionnelle, ce qu'on voit en Amérique latine. L'agriculture traditionnelle n'est pas un secteur isolé. Il y a une gestion, un débat collectif au sujet de la vie communautaire. Donc, la production traditionnelle est liée à l'organisation d'assemblées, à des gouvernements locaux, et c'est différent des systèmes. Et en fait, il y a toujours une discussion des systèmes. Et quand on parle de production traditionnelle, cette discussion inclut un débat sur l'impact et un questionnement des technologies. En ce qui concerne le Mexique, à part la production traditionnelle, comme je vous l'ai dit, existe un gouvernement collectif parce que la propriété des terrains est collective. Donc, c'est tout un système interlié. Et c'est pour ça que l'évaluation qu'ils font serait assez objective au sujet de quels sont les impacts des technologies sur eux. Par exemple, comment Internet arrive et comment, je vous donne un exemple de débat, de comment l'Assemblée fait des débats au sujet de l'utilisation ou bien d'exposer les enfants à Internet ou plutôt organiser l'utilisation d'Internet, le limiter aux enfants. Donc, cela se discute de manière collective et les meilleures solutions sont prises. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur AfriTap. Pourriez-vous nous faire part de quelques exemples de technologies ou plateformes examinées par AfriTap jusqu'à maintenant et éventuellement exportées ailleurs en Afrique? Je crois que les deux intervenantes peuvent répondre, mais je donne la parole à Foniso. Oui, alors je disais au début que AfriTap est un baby tap, donc à savoir très neuf, établi en septembre, et nous étudions les technologies qui peuvent être examinées en Afrique et nous prospectons aussi en termes de parties prenantes. Mais en fait, nous n'avons pas analysé de technologie en soi encore. Je donne peut-être la parole à Véronica. Véronica, vous avez la parole. The question is,
if you could share examples of a few examples of technologies or platforms. Exemples de technologies ou plateformes que vous avez examinées jusqu'à maintenant. Bueno, por ejemplo, en la red Tecla, la red Tecla en América Latina, uno de los intereses que la unen es encontrar qué hay de base común a las innovaciones tecnológicas que luego se traducen en organismos transgénicos. Important qu'il y ait une base commune aux technologies et que derrière toutes les innovations technologiques qu'on nous impose, qu'on nous impose de manière coloniale, donc qu'il y ait un débat. Je vous donne un exemple. Dans notre réseau, nous avons débattu de la signification de la ère digitale et les problèmes de communication, par exemple, dans les réseaux sociaux qui ont pris beaucoup d'espace. Je veux dire que le fait de débattre sur les réseaux sociaux, quelle est leur importance réelle? Ou bien aussi, nous avons débattu l'impact du réseau 5G au sujet sur les territoires indigènes, les radiations sur les forêts, sur les insectes, autres êtres vivants et sur les humains. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à votre question. Nous sommes simplement en train d'essayer de comprendre cette ère digitale que nous appelons tsunami digital et traduire cela à un langage accessible aux organisations populaires. Que veut dire 5G? Que veut dire blockchain? Et un thème fondamental qu'on ne peut pas oublier, c'est la nouvelle vague technologique. Alors, nous devons nous interrompre, malheureusement. Nous devons clore ici. Et merci beaucoup donc à Véronica et à Mfoniso. L'orateur s'est interrompu. Plus d'audio de l'orateur. Excusez-moi, j'ai parlé en même temps que vous, Véronica. Alors, merci, Véronica Mfoniso, pour ces réponses aux questions. Il est très clair que ces technologies ont des risques et qu'il vaut mieux y résister depuis la base. Je remercie le groupe ETC d'avoir organisé ce panel et c'est vraiment l'endroit où parler de la véritable agriculture. Donc, merci aux organisateurs de la conférence d'Oxford. Merci.